Alors, bonjour, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas qui est sur pour l'instant, je ne sais pas qui est sur le site là, et donc je ne sais pas si je dois dire bonjour, bonsoir, puisque nous avons, je crois, 5 ou 6 fuseaux horaires dans cette manifestation très, très exceptionnelle qui est organisée à l'occasion de la Journée internationale du prof de français par le comité israélien qui comprend l'association des professeurs de français dont je suis la présidente. Je m'appelle Myriam Rosenbaum et bien entendu en partenariat avec l'inspection générale de français et avec l'Institut français d'Israël. Nous avons mis sur pied ce colloque auquel participent donc vraiment un bon nombre de nos collègues et c'est très 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 émouvant d'échanger voilà avec par exemple Anjali Gangoli qui est là devant nous et qui se prépare à nous transmettre son savoir. Alors Anjali Gangoli, vous êtes à Bombay ou Mumbai, on va voir que c'est la même chose. Vous enseignez à l'Alliance française de Bombay et aussi au lycée français international de Mumbai, mais c'est la même chose. Vous êtes docteur en sciences du langage, vous êtes spécialisé dans l'apprentissage du français précoce. Vous avez soutenu votre thèse à l'université de Besançon sous la direction de monsieur Serge Borg et vous êtes formateur de formateurs, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et j'aimerais bien d'ailleurs peut-être profiter de votre savoir. La petite enfance, ça m'intéresse. J'ai moi-même 10 petits-enfants auxquels j'aimerais bien apprendre le français. Pour l'instant, ça ne marche pas très, très bien. Voilà, donc je vais vous laisser la parole avec justement ce thème, enseigner aux enfants en Inde. Namasté. Merci, Madame Rosenbaum. Attendez. Non, 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 non. Allez-y. Vous pouvez parler. Ok, je peux parler maintenant? Vous oui, m'entendez? oui, vous pouvez y aller. Ok. Merci, Madame Rosenbaum. Namasté. Encore un mot, excusez-moi. Les participants, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans les questions et réponses, et je les transmettrai. Vous pouvez lever la main, j'espère que je vous verrai. Voilà. Okay. Bonjour à tous les collègues du monde entier. Et tout d'abord, je vous souhaite une très bonne journée internationale des professeurs de français. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour moi, c'est un grand honneur de faire partie de ce colloque international. Et je crois que c'est vraiment une excellente façon de fêter cette journée internationale. Et je tiens à remercier le comité d'organisation pour tous ses efforts. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de l'enseignement du français langue étrangère aux enfants. Alors, c'est également le sujet de ma thèse doctorale que je vous présenterai lors de mon intervention. Je vais partager mon écran. Bon, donc mon intervention aujourd'hui s'intitule Namasté FLE, enseigner aux enfants en Inde. Et donc, je vous présenterai les conclusions et les observations principales de mon travail de recherche parce que je sais que le temps est limité. Donc, ma thèse doctorale s'intitule L'enseignement du FLE aux enfants en milieu institutionnel, le cas de l'Inde.
J'ai soutenu cette thèse en 2017 à l'Université de Besançon sous la direction du professeur Serge Borg. Cher Monsieur Borg, si vous êtes là, un grand bonjour et un grand merci. Okay, je vous présenterai d'abord le contexte de mon travail de recherche. Alors, l'Inde, c'est un pays qui a une richesse linguistique et culturelle impressionnante. Donc, enseigner le FLE en Inde, c'est enseigner dans un contexte plurilingue. La Constitution de l'Inde reconnaît 22 langues officielles. Et il y a plus de 850 langues qui coexistent dans ce pays. Donc, on est dans un contexte plurilingue quand on enseigne le français en Inde. Et dans la classe aussi, on va voir plus tard, dans la classe, il y a plusieurs langues qui coexistent et les apprenants sont déjà normalement bilingues. Parfois, ils parlent même 3 ou 4 langues. Vous allez voir plus tard, parce que je parlerai de l'effet de ce phénomène sur l'apprentissage. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que le français langue étrangère est en concurrence avec d'autres langues étrangères en Inde. Donc, dans la ville de Mumbai ou Bombay, par exemple, pour ce qui concerne les langues étrangères ou les cours de langues étrangères, il y a vraiment l'embarras du choix. Il y a des écoles de langue qui proposent des cours d'espagnol, d'italien, de mandarin, de japonais. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et donc, le français langue étrangère est en concurrence avec toutes ces langues. Et ces écoles de langue proposent aussi des cours pour enfants. Donc, alors, dans ma thèse, j'ai détaillé, par exemple, le discours dans les publicités de ces écoles de langue, où ils mettent en valeur, par exemple, les avantages d'apprendre dès l'enfance, les avantages du jeune apprenant, les avantages de parler une langue étrangère, etc. Dans mon travail de recherche, donc, je parle d'un public d'un enseignement chez un public d'enfants. Et ces enfants, dans ce cas-là, ont entre 8 ans et 12 ans. Donc ça, c'est la tranche d'âge pour cette étude. On est dans un environnement non francophone à Bombay. Donc, la langue française est complètement absente dans l'environnement quotidien des enfants. Et bien sûr, l'Inde est très éloignée de la France géographiquement et culturellement. Donc, c'est vrai que le seul contact avec la langue et la culture française se passe dans la classe pour ces enfants. Ma recherche se situe dans un milieu institutionnel parce qu'il s'agit de l'Alliance française de Bombay. Donc, c'est un milieu institutionnel non scolaire. Ce n'est pas dans une école, par exemple, une école traditionnelle. Et le dernier point sur le contexte de la recherche, c'est que dans le cas de ces cours que j'ai observés, le volume horaire de l'enseignement est très faible. Donc, ces enfants avaient 2 heures de cours par semaine. Une fois par semaine, 2 heures. Donc, c'était tous les samedis, 2 heures de cours. Donc, c'était un volume horaire très faible. Donc, pour ce travail de recherche que j'ai effectué, je me suis donné pour objectif les objectifs suivants. Donc, le premier, étudier les représentations que se font les parents et les enfants indiens de la langue française et aussi de l'apprentissage de la langue française. Alors, je voulais comprendre pourquoi les parents indiens, parce que normalement, c'est eux qui prennent la décision, donc pourquoi les parents indiens s'intéressaient à la langue française et pourquoi ils avaient choisi la langue française
parmi d'autres langues étrangères qui étaient disponibles sur le marché des langues. Le deuxième objectif, c'était d'observer des enfants indiens dans la classe de FLE en milieu institutionnel. Donc, en fait, c'était mes propres cours parce que j'ai mis au point un cours pour enfants pour l'Alliance française de Bombay en 2010. Et donc, c'était la première fois que l'Alliance française a proposé des cours pour enfants. Et donc, c'était dans mes classes que j'ai effectué ces observations, etc. Le troisième objectif, c'était de réfléchir à partir de mes expériences, de mes observations, de réfléchir à la démarche pédagogique à adopter pour un enseignement efficace et fructueux du FLE aux enfants en milieu institutionnel. Passons maintenant aux conclusions principales. Alors, pour recueillir des données sur les représentations des parents et des enfants, j'ai utilisé des questionnaires. Donc, j'ai utilisé des questionnaires. Pendant les cours, j'ai tenu un journal de bord dans lequel je notais tout ce que j'observais. Et la troisième chose, c'était que j'avais enregistré, donc j'ai enregistré tous les cours sur une période de 8 mois. Donc, j'avais 46 heures d'enregistrement. Et donc, j'ai réécouté et j'ai transcrit tous mes cours. Et donc, ça m'a permis d'analyser tout ce qui se passait dans la classe en prenant du recul. Donc, ce que j'ai appris grâce au questionnaire, c'était que pour les parents indiens, et je résume un peu toutes les idées que les parents ont exprimées, la langue française représente un investissement pour un meilleur avenir. Donc, pour les parents, le français langue étrangère, c'est un atout pour l'avenir, pour les études, les futures études, parce que les enfants ont entre 8 ans et 12 ans, mais pour les futures études supérieures et pour la carrière, la future carrière des enfants. Et tous les parents sont convaincus que l'apprentissage précoce présente des avantages. Donc, ils ont tous dit que, selon eux, il est important que l'apprentissage commence dès l'enfance. Les enfants, parce que j'ai donné un questionnaire aux enfants pour comprendre leur représentation. Et contrairement aux parents, pour les enfants, la langue française symbolise le plaisir. Donc, pour eux, ce qui était le plus important, c'était le plaisir. Par exemple, ils ont dit c'est fun. Donc, c'est ça qui est le plus important pour ces enfants. Et ces enfants avaient des attitudes très positives. Et ces attitudes sont liées au plaisir, à l'enseignant, l'enseignante, ici c'était l'enseignante, et aux activités qu'ils font dans la classe. À partir de tout ce que j'ai pu observer dans la classe pendant le cours, donc j'ai tiré des conclusions que je présenterai brièvement. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit avant, puisque l'Inde présente un environnement plurilingue, la salle de classe devient un espace plurilingue. Par exemple, dans ma salle de classe, 4 langues coexistaient. Il y avait bien sûr le français, il y avait l'anglais, le hindi, qui est la langue nationale de l'Inde, et le marathi, qui est la langue régionale du Maharashtra, dont Mumbai est la capitale. Donc, il y avait ces 4 langues, mais en fait, c'est l'anglais qui jouait un rôle assez important. Quand j'ai analysé les transcriptions, j'ai remarqué qu'il
qu'il y avait beaucoup d'interactions en anglais. Donc, moi, en tant qu'enseignante, moi, je ne parlais pas beaucoup anglais, sauf pendant la première séance pour accueillir les élèves, pour leur expliquer comment l'apprentissage se passerait à l'Alliance française, etc. Mais sinon, les enfants entre eux, donc les interactions entre les enfants se passaient en anglais. Et entre les enfants et moi, souvent c'était en anglais. Et donc, je devais aider les enfants à reformuler en français ou je devais leur fournir un peu de vocabulaire. Et n'oubliez pas que c'était un cours de débutants. Donc, c'était un début A1. En fait, ils étaient débutants complets. Donc, ça, c'est le rôle important. Donc, l'anglais jouait un rôle très important dans la classe. J'ai observé que chez les enfants, il y a toujours donc de l'humour et il y a aussi l'entraide dans la classe. Donc, ce qui rend très agréable en fait, l'enseignement du FLE chez des enfants. Dans ma tête, j'ai donné des exemples de ce que les enfants ont dit très spontanément dans la classe. Parfois, ils faisaient des blagues à partir des mots français qu'ils avaient appris. L'influence du système éducatif indien. Dans le système éducatif indien, l'importance est accordée à l'écrit, donc à la production écrite et aussi à la compréhension écrite. Donc, les enfants n'ont pas l'habitude à travailler sur la compréhension de l'oral ou à s'exprimer spontanément. Donc, ces caractéristiques du système éducatif ont des effets sur la façon dont les enfants apprennent. Parce que, par exemple, quand j'ai essayé de faire des activités de compréhension orale dans la classe, c'était assez compliqué. Alors, par exemple, si les enfants devaient écouter un dialogue et répondre à des questions de type vrai, faux, etc., c'était vraiment difficile parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire. Dans la classe, j'utilisais beaucoup les jeux, les chansons et les activités théâtrales. Et ça me permettait de dynamiser le cours. Et c'était vraiment un motivateur puissant dans l'apprentissage. Comme je l'ai dit avant, la fréquence insuffisante des cours constituait une difficulté assez importante parce que entre deux cours, la durée était très longue parce qu'il y avait, donc c'était une fois par semaine. Donc, chaque fois que les enfants venaient dans la classe, je devais réviser et c'était vraiment, et comme je l'ai dit avant, la langue française est absente de leur environnement quotidien. Donc, c'était assez difficile parfois. La conscience métalinguistique. Puisque ces enfants sont déjà bilingues et parfois ils parlent même 3-4 langues, j'ai observé qu'ils ont déjà une conscience métalinguistique très développée. Et ils ont tous, ils parlent des langues indiennes qui sont structurées et qui suivent des règles de grammaire, alors un peu comme les règles de grammaire de la langue française. Donc, par exemple, pour ces enfants indiens, il était assez facile de comprendre que les adjectifs s'accordent avec le nom, donc l'idée de masculin-féminin. Donc tout ça, pour eux, c'était pas trop difficile parce qu'ils avaient déjà appris des langues et donc ils ont un bagage linguistique assez important et ils ont l'habitude d'analyser et de dégager des règles, etc.
La connaissance du monde. Alors, je ne pourrais pas développer dans le détail cette idée, mais ce que je voulais dire, c'est que puisqu'on a des enfants dans la classe, parfois, donc, leur connaissance du monde est en cours de développement. Donc, par exemple, quand j'ai proposé aux enfants d'écrire une carte postale, il y avait certains enfants qui ne comprenaient pas vraiment cette idée d'écrire une carte postale, l'idée d'un destinataire. Par exemple, il y avait un enfant qui pensait qu'il fallait écrire son adresse. Donc, le nom du destinataire et puis son adresse. Donc, c'était assez compliqué et donc, je me suis rendu compte que parfois, des activités qui marchent bien chez les adultes sont plus compliquées chez les enfants parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes connaissances que les adultes. La compréhension de l'oral, comme je l'ai dit avant, ça ne fait pas partie des compétences qu'on travaille dans le système éducatif indien. Donc, quand je faisais des activités de compréhension orale, j'ai remarqué que souvent les enfants avaient du mal à identifier les informations essentielles, à répondre à des exercices de type vrai, faux. Et donc, je devais vraiment refaire des choses, expliquer, faire des exemples. C'était assez compliqué. Et je pense que c'est en raison des habitudes que les enfants ont prises dans leurs écoles. Le rythme, les rituels et les déplacements. Donc, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un certain rythme. Le cours était structuré d'une façon assez régulière. J'en parlerai un peu plus tard. Il y avait certains rituels dans les cours, l'accueil des enfants, la première activité, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Et que les enfants se déplaçaient beaucoup pendant le cours. OK. Donc, à partir de tout ce que j'ai observé et tout ce que j'ai appris grâce au questionnaire, etc., j'ai pu formuler quelques recommandations relatives à l'enseignement, mais aussi aux institutions, aux écoles de langue. Donc, pour ce qui concerne l'enseignement, je vous ferai part assez rapidement de ce que je propose pour un enseignement efficace et dynamique. Donc, j'ai proposé dans ma thèse un déroulement d'un cours avec différents moments. Donc, par exemple, le rituel d'ouverture et donc l'échauffement, etc. Mais tous ces moments du cours sont construits autour de 4 axes. Donc, dans tout ce qu'on fait dans la classe, l'enseignant doit toujours penser à 4 axes. La stimulation, l'interaction, ou je dirais plutôt les interactions, parce que c'est dans tous les sens. Le déplacement, okay, parce que les enfants doivent toujours bouger dans la classe, et le plaisir. Donc, dans tout ce que je fais dans la classe, j'ai essayé d'intégrer ces 4 éléments, okay, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les activités. Le deuxième point, c'est l'environnement dans la classe. Donc, pour moi, il était indispensable d'instaurer dans la classe un environnement convivial et participatif, donc d'encourager la participation de tous les enfants, même les plus timides, et de veiller au respect de tous les enfants, et de favoriser l'entraide. Mais ça, je l'ai vu dans ma classe, ça se fait de façon naturelle. L'enseignant, normalement, n'a pas besoin d'intervenir. Ça se fait assez spontanément chez les enfants. Pour ce qui concerne les consignes, je conseille aux enseignants de formuler des consignes très simples,
très courtes et en utilisant des mots transparents. Ça veut dire des mots que les enfants pourront comprendre assez facilement, même si c'est le premier cours, même si c'est la première séance. Et d'illustrer chaque consigne. Donc, par exemple, moi, dans la classe, quand je dis écouter, donc je fais ça, je suis sûre que tous les enseignants le font. Donc, écoutez, regardez, écrivez. Donc, j'ai l'habitude de le faire et je pense que je le fais tout le temps. Donc, même quand je ne suis pas dans la classe. La dimension ludique. Je pense qu'il est indispensable d'ajouter une dimension ludique à chaque activité qu'on fait dans la classe, même si c'est une activité assez typique. Par exemple, je prends l'exemple de la carte postale. Au lieu de dire, bon, vous êtes je sais pas, à Paris ou vous êtes à Tokyo, vous passez des vacances, au lieu de donner une ville, ce que j'ai fait pour ajouter une dimension ludique, un élément de surprise, j'ai écrit avec les enfants, on a écrit des noms des villes sur des bouts de papier, on les a mis dans un sac et on a organisé un tirage au sort. Donc, les enfants étaient vraiment ravis de pouvoir tirer un petit bout de papier, de voir le nom d'une ville et voilà, d'imaginer les vacances dans cette ville. Donc, des choses comme ça, juste pour ajouter cet élément de surprise et de plaisir. Ensuite, dans la classe, je pense qu'il faut qu'il y ait des jeux, des activités théâtrales, des chansons et des travaux manuels parce que toutes ces activités font partie de l'univers quotidien des enfants. Donc, les enfants ont besoin de jouer. Ils ont l'habitude de jouer, de faire des jeux de rôle tous les jours avec leurs amis. La chanson fait également partie des activités des enfants et les travaux manuels qui bien sûr, favorisent la créativité des enfants. La compréhension de l'oral, comme je l'ai dit avant, je conseille à tous les enseignants et surtout dans les pays où les enfants n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, de travailler beaucoup la compréhension de l'oral et de proposer différents types d'exercices pour développer cette compétence. Il faut aussi favoriser l'autonomie des enfants, leur permettre de travailler entre les deux cours à la maison tout seul. La communication avec les parents est très importante parce qu'il faut que les parents sachent ce que les enfants font et leur progrès. Il faut les informer de tout ce qui se passe. Et donc, je crois que cette communication est indispensable. Et la dernière recommandation pour les enseignants, c'est de combler le délai entre les cours. Donc, par exemple, dans mon cas personnel, il y avait une semaine d'interruption entre les cours. Donc, je propose aux enfants de faire des activités chez eux, en ligne, ou je leur donne des fiches d'activités ou un CD avec des chansons, des choses comme ça pour combler ce délai et pour les rendre plus autonomes. Et pour terminer, j'ai des recommandations aussi relatives aux institutions. Donc, la première recommandation, c'est de développer une véritable offre de cours. Et moi, je pense qu'il est important que ce cours soit bien structuré avec une progression claire, par exemple, niveau 1.1, 1.2, et qu'il y ait de la continuité, que les enfants aient la possibilité de poursuivre cet apprentissage. Il faut aussi augmenter l'exposition à la langue française. Par exemple, augmenter le volume horaire. Je pense qu'il est important que les enfants puissent avoir un contact avec la langue 2 ou 3 fois par semaine. Le problème à Bombay, c'est que c'est une ville immense, donc les distances sont très grandes. Alors, normalement, les enfants ne peuvent pas venir assister aux cours pendant la semaine. Je conseille aux institutions d'investir dans la formation des enseignants parce que
comme vous le savez, enseigner le FLE, ça demande des compétences particulières et enseigner aux enfants nécessite aussi des compétences très précises, un contact facile avec les enfants, une connaissance de la façon dont les enfants apprennent, etc. Et enfin, je pense qu'il est important que les écoles de langue proposent aux parents et aux enfants un dispositif de certification. Parce que proposer des cours de type cours d'été ou summer camp, etc., moi, je pense que cette offre ne suffit pas. Et puisque qu'on a pu comprendre que les parents s'intéressent à la valeur de la langue française pour l'avenir, je pense qu'il est vraiment très important de leur proposer une certification parce que cela permet de valider les connaissances de l'enfant et de valoriser les progrès de l'enfant. Donc, ce que j'ai proposé, c'est par exemple aux institutions, c'est d'organiser des sessions du DELF Prime, parce que c'est la version du DELF qui correspond à la tranche d'âge de 8 ans, 12 ans. Donc, je pense qu'il est important de proposer ce genre d'examen de certification aux parents et aux enfants. Donc, voilà. Pour moi, le public d'enfants représente un public très important qui a un vaste potentiel. Et je pense que le français langue étrangère en Inde pourrait intéresser les parents, les enfants, les enseignants et les écoles de langue. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Je ne vous entends pas. Voilà, maintenant vous m'entendez? Oui, alors je vais. Merci Anjali pour ce magnifique exposé qui nous donne vraiment l'envie de côtoyer des petits-enfants et de les amener sur le chemin du français. Je pense que parmi les collègues que je vois et qui assistent à votre exposé, il y en a quelques-uns, je pense, qui sont déjà en contact avec des enfants ou bien peut-être qui s'intéressent à votre exposé parce qu'ils voudraient le faire justement. Et je sollicite les questions. Vous avez dans le chat beaucoup de remerciements et beaucoup de compliments. Est-ce que parmi les personnes qui assistent à la conférence, il y a des gens qui ont des questions? Il semblerait que non, parce que c'était très clair, bien entendu, déjà. Moi, je voudrais quand même poser la question, je ne sais pas si vous l'avez abordé, parce que peut-être ça m'a échappé. C'était des groupes de combien d'enfants? Ce sont des groupes de combien d'enfants auxquels vous avez affaire? Donc, en général, dans la classe, il y avait entre 8 et 10 enfants. Entre 8 et 10 enfants. Oui. D'accord. Donc, oui, c'est très gérable. Est-ce que la deuxième chose, vous avez dit que les enfants qui participaient à ces cours étaient plurilingues, en fait, ou multilingues, oui, plurilingues, puisque c'était donc, ils étaient plurilingues, mais que l'anglais était leur langue commune, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les autres langues qu'ils parlaient, en fait, ils ne pouvaient pas se comprendre dans d'autres langues que l'anglais? C'est ça. Et puis, en fait, à l'école, ils parlent anglais. Et puis, même à la maison, souvent, l'anglais est présent. Oui. Donc, normalement, c'est la langue qu'ils parlent le plus spontanément. Je comprends. Et tous les enfants n'ont pas la même langue maternelle.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et ils ne peuvent pas se comprendre entre eux dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de jonction entre les langues maternelles euh, locales, Oui, l'hindi, etc. D'accord, je comprends. Et j'ai une autre question. Vous parlez, vous avez dit que les enfants étaient, c'était difficile pour eux parce que dans le système éducatif indien, l'oral est moins valorisé. Mais oui, que vous avez mis finalement, je crois, l'accent sur l'oral oui. dans l'apprentissage du français. C'était un choix personnel ou un choix institutionnel ou un choix qui venait de la nature du français? Qu'est-ce qui vous guide? Donc, en fait, dans mes cours, je travaille toutes les compétences, mais en général, on commence par l'oral parce que, et surtout chez ces enfants, parce que, par exemple, quand ils apprennent un mot à l'oral, ils arrivent à le prononcer correctement. Mais dès qu'ils découvrent la forme écrite du mot, Oui, ça déforme un peu la prononciation parce qu'ils ont tendance à apprendre par cœur la forme écrite. Mais ça, c'est aussi une habitude qu'ils ont prise à l'école. oui, À l'école en Inde, les enfants doivent vraiment apprendre par cœur. C'est une compétence très importante. Et donc, c'est pourquoi je commence toujours par l'oral et on passe ensuite à l'écrit. oui. Je vous rassure tout de suite, en fait, je pense, mais peut-être les collègues qui sont là me contrediront, mais il me semble que nous nous heurtons au même problème. Les enfants, même un petit peu plus âgés, nous avons en général affaire dans les institutions à des enfants de 12 ans. Euh, Quand on leur enseigne quelque chose à l'oral, pas de problème. Et puis dès qu'on leur écrit, surtout le français, alors ils trouvent que c'est terrible. Et voilà, donc on se heurte un petit peu à ça. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'oral, mais qu'on doit travailler toutes les compétences. Euh, j'ai une question, j'aimerais savoir, nous demande notre ami Mfeliga, je crois, je ne sais pas si c'est le prénom, j'aimerais savoir la place de l'enseignement élémentaire du français en Inde. Euh, Ah oui. Donc, ça, donc, le français dans l'enseignement élémentaire, cela dépend des écoles. Parce que il y a certaines écoles, et surtout des écoles privées, qui proposent des langues étrangères. Mais dans le système éducatif, donc dans les écoles publiques, en général, les enfants apprennent l'anglais et la langue nationale, le hindi, et la langue régionale. Donc, normalement, ce sont ces trois langues qui sont obligatoires. Et dans quelques écoles, les enfants peuvent apprendre une langue étrangère, mais normalement, c'est à partir de, si je ne me trompe pas, à partir de 10 ans, 11 ans. Donc, ce n'est pas, par exemple, à l'âge de 3 ans ou 4 ans qu'ils peuvent apprendre une langue étrangère. ouais. Et alors, notre ami Mfeliga nous dit donc c'est obligatoire. Il, Le c'est, français? est-ce que, Non. attends, Le vous voulez que je français, prenne non. la parole? Attendez, je vais peut-être. Non, vous n'avez pas. Oui, donc le français n'est pas obligatoire. Non. Et dans quelques écoles, on n'a même pas la possibilité d'apprendre le français. Ah, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment des écoles. Et donc, on se tourne vers une structure plutôt privée comme l'Alliance française, C'est euh, ça. si on Et ce veut. qui est, ah oui. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques élèves dans nos classes apprennent déjà le français à l'école, Oui. mais leurs parents veulent qu'ils l'apprennent aussi à l'Alliance française pour travailler sur l'oral, justement. Ah, voilà. Ça, c'est très intéressant. Très Oui. intéressant. Alors, voilà, vous avez un remerciement pour les réponses que vous avez données. Donc,
c'est très, très intéressant. C'est très beau. Et, écoutez, vraiment, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Est-ce que vous avez… C'était bien entendu très complet et très enrichissant. Et c'est pourquoi il n'y a pas trop de questions. Je pense que, voilà, et vous avez des remerciements et nous répercuterons. Je rappelle que l'intervention de Anjali sera disponible dès la semaine prochaine, j'imagine, sur le site. Vous pourrez la revoir et éventuellement correspondre en laissant des messages sur le mail du site. Je vous rappelle aussi à tous ceux qui sont ici que la fête continue jusqu'à 18 heures à raison de plusieurs conférences par heure. À 18 heures, ce sera la clôture avec un exposé de Monsieur Chi. C'est vraiment, je pense que voilà, nous vous attendons. Et merci beaucoup, Anjali. C'était vraiment très, très, très enrichissant et un vrai plaisir de vous voir et de vous entendre. Et j'espère à bientôt. J'espère peut-être que vous viendrez nous voir et que peut-être, quand tout sera rentré dans l'ordre, nous pourrons peut-être nous rencontrer dans un congrès en Inde, en Israël, n'importe où. Cela me fera plaisir. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.